Et sans tarder, je voudrais passer la parole d'abord à sur notre petite équipe de répondants qui se prépare, qui est au stade d'une blog. Je propose donc à Roselyne de l'Étrange de prendre la parole pour la première question. Merci. Mon micro, d'abord, merci beaucoup, Panos. C'est un rôle vraiment difficile et très impressionnant que tu me donnes là. Merci à tous pour vos interventions. L'urbain, les temps troubles, des urgences concurrentes ou bien qui pourraient s'épauler au contraire, notre relation à la nature, tout ce que vous avez évoqué. C'est en substance le propos du tout dernier éditorial du Lancet. Donc, le Lancet, c'est une grande revue scientifique médicale. Je ne sais pas si vous connaissez. L-A-N-C-E-T, qui titre quelque chose de très similaire à notre séance ce soir, A Tale of Two Emergencies, et qui fait ça en référence donc au livre de Dickens, A Tale of Two Cities. Et ce texte, il souligne des questionnements que soulève la disparité des réponses au Covid et au dérèglement climatique, comme vient de l'évoquer Edwin Zakai. Mais il pointe aussi la fenêtre d'opportunité pour la transition que ouvrent les réponses qui sont données à l'urgence sanitaire. Et moi, c'est sur cette question des opportunités, des indices de résilience, comme l'évoquait Paola, voire de changement radical, même de nos vies urbaines, que j'aimerais vous questionner. Il y a un double phénomène qui attire mon attention. D'une part, cette capacité de réaction dont a parlé Fabio Merlini. On voit des relocalisations de production qui sont liées à nos besoins fondamentaux, manger, se soigner, etc., qui sont des initiatives parfois vraiment très locales, citoyennes, parfois des réactivités extraordinairement fulgurantes d'industriels qui changent en quelques jours leur ligne de production pour répondre à des besoins fondamentaux locaux. Et puis d'autre part, beaucoup moins positif, c'est le confinement qui rend visible, comme l'évoquait Paola Vigano aussi, cette immense inégalité spatiale et environnementale que notre mode de vie urbain, ultra artificialisé, qui finalement est l'aboutissement peut-être naturel de notre recherche de confort en tant qu'être humain, et donc que ce mode de vie a mis en place. Ces éléments, ils questionnent nos modèles. À mon sens, ils renforcent une hypothèse de projet. Je partage l'hypothèse de Paola Vigano, celle de territoires qui sont organisés beaucoup plus localement, avec des villes peut-être à taille plus humaine, peut-être moins denses, en tout cas qui ont une relation beaucoup plus intriquée à la campagne et aux paysages productifs locaux. Et donc, moi, ces constats m'évoquent deux questions que je voudrais adresser à Dominique Bourg d'abord et puis à Fabio Merlini pour commencer. Dominique, est-ce que vous pensez que l'être humain est capable de quitter cette logique de confort, est capable d'entrer dans cette descente énergétique que vous avez évoquée, est capable de remettre la main à la pâte concrètement, et notamment la main dans la terre peut-être? Et puis, Fabio, je me souviens de votre conférence il y a quelque temps sur l'esthétique et je me demandais comment est-ce que vous pensez possible de rendre fécond un tel changement de rapport sensible à nos milieux, un rapport plus frugal finalement. Voilà, merci. Merci Roselyne. Je vous propose de recueillir les questions. Je vous prie donc de bien vouloir noter les questions que vous avez entendues, que vous entendez, qui vous sont adressées, nos 4 intervenants, afin qu'on arrive à un peu mieux rationaliser notre temps, et si vous êtes d'accord. OK? Ça vous va? Bon, donc je propose donc à Bernard de Clèves, de l'Université catholique de Louvain, à prendre la parole. Je voudrais, moi, revenir sur justement le débat ouvert que vous ouvrez sur nos capacités de résilience. Effectivement, je pense que nous sommes… La situation de transformation dans laquelle on a été projeté extrêmement rapidement met en place un schéma spatial d'extrême décentralisation. En même temps, la rapidité de
enfin la rapidité, mais en tout cas la prise de responsabilité des États et le confinement nous met dans une situation complètement atomisée. Et donc, où en fait on a l'État finalement qui a pu montrer sa capacité d'écoute des experts, comme l'a dit Edwin Zaccard, et une capacité de décision et de prise de décision extrêmement rapide qui bouscule énormément de choses. En même temps, c'est un État autoritaire. Donc, on a vu finalement nos libertés fondamentales supprimées sans discuter. Et donc, face à l'État, nous sommes des individus. Des individus livrés à nous-mêmes, confinés dans nos appartements, avec finalement, c'est vrai, comme Paola Vigano l'a bien dit, une insupportable situation d'accentuation des inégalités sociales. Et je pense qu'on doit être conscient que les semaines qui vont venir vont être absolument terribles. Mais justement, c'est cette incapacité, sauf recours à la technologie, de faire ce qui a été dit plusieurs fois dans les séminaires Dessiner la transition précédemment, c'est-à-dire que des groupes se recréent autour du faire et parviennent donc à recréer de l'espace commun en agglomérant les petits gestes qui sont peut-être pas ceux qui vont gouverner les États, mais à mon avis, et là je suis un peu en opposition avec, ou en tout cas en discussion avec ce que nous a dit Edwin Zaccard, et ces petits gestes sont en fait ceux qui vont parvenir à montrer la confiance, l'adhésion de la population au principe de l'État. Le grand risque, c'est tout de même un éclatement des démocraties. Et donc, nous pouvons, en faisant ce que nous sommes en train de faire, en essayant de domestiquer les nouveaux outils et la technologie, nous pouvons inventer des choses, mais nous ne pouvons pas sortir de chez nous. La ville est vide, les inégalités sont là, nous sommes confrontés à une abstraction invraisemblable. On peut me dire tout ce qu'on veut, tant que je n'ai pas vu mourir quelqu'un à côté de moi, je ne sais pas ce qu'est la mort, je ne vois que des chiffres de la mort, et nous sommes confrontés à devoir réinventer nos manières de travailler, nos manières d'aimer, nos manières de mourir, en fait. Donc c'est énorme. Et là-dedans, je pense que nous sommes confrontés chacun, avec ceux qu'on peut, avec ceux qui ont pu rester autour de nous, à réinventer la manière de vivre. Donc, et de vivre avec soi-même, ce n'est pas si évident. Donc, là, je voudrais poser cette question à Edwin principalement, mais à Dominique Bourg aussi, parce que pour montrer un peu la difficulté entre, bien sûr, le temps n'est pas la désobéissance civile, on doit accepter, on est citoyen et accepter les avis de ceux qui savent, etc. Mais en même temps, comment faire pour renouer et aussi spatialiser les possibilités d'action qui permettent de reconstruire des groupes et qui permettent justement peut-être de travailler à l'alternative dont on nous a parlé. Donc ça, c'était la principale question. J'en avais une deuxième qui est peut-être aussi dirigée à Fabio Merlini. Elle est très proche de ce que Roselyne vient de dire et de ce que Paola Vigano vient de dire. On sent bien qu'il y a bien sûr une crise économique qui s'annonce, mais probablement aussi une crise alimentaire qui va sans doute donner une autre réalité au concept de territoire complètement décentralisé et de ville-territoire, de ville diffuse, qui oblige à recréer, à refaire de nouveaux pactes entre la ville et la campagne. Il est probable que si on prend acte de cette crise, il va falloir reconsidérer toute l'échelle des valeurs. Et je me rappelle que dans une discussion qui avait exactement le même propos que le nôtre il y a quelques temps, les gens disaient en fait les paysans redeviendraient dans une cas de crise les citoyens les plus importants. Donc repenser ça et peut-être lié à ça,
repenser l'idée du jardin ou évoquer l'idée du jardin. Pas le jardin de Voltaire, il faut cultiver son jardin, mais le jardin qui nous cultive et qui peut-être nous apprend à de nouvelles formes d'esthétique et de beauté. C'est pour ça que la question est posée à Fabio Merlini, parce que moi j'ai un jardin. Je me sens terriblement coupable d'avoir un jardin et de pouvoir jouir du printemps qui est extraordinaire cette année. Il y a moins de pollution, il y a plus de lumière, il y a des étoiles dans le ciel. Voilà, merci. Merci Bernard. On prend note donc de ces questions qui aussi étalent le spectre des domaines et des sujets qu'il faudra prendre en considération dans notre discussion. Et je propose donc à Vincent Kaufmann de prendre la parole pour ces questions. Merci Panos, merci aux intervenants pour cette discussion. Alors moi, bon, je ne voulais pas peut-être poser de longues questions. J'avais peut-être deux, trois éléments sur lesquels j'avais envie de revenir parce qu'ils m'ont frappé dans ce qui a été dit. Donc, je vous les livre et puis je laisserai les intervenants peut-être réagir. Peut-être une première réflexion, alors on en a déjà parlé, mais ça me semble vraiment important, que je voulais faire en lien peut-être avec ce que nous a dit Dominique Bourg, cette question du changement, et on ne reviendra pas à l'état ex ante. Moi, j'aurais vraiment envie de l'entendre ou de nous entendre, de vous entendre sur cette question du changement en lien avec les inégalités. On le voit, il y a une très grande vulnérabilité d'une partie des acteurs économiques, mais aussi des personnes. Ça pose toute la question de la cohésion sociale des sociétés également. Finalement, qu'est-ce que ça signifie? À quoi faut-il être attentif dans ce changement, et que concrètement peut-on faire si on reste proche de l'intitulé de notre séminaire, dessiner la transition? Qu'est-ce que ça veut dire dessiner la transition pour essayer de faire en sorte qu'elle n'accroisse pas les inégalités, mais qu'au contraire, elle permette davantage de cohésion et de justice sociale? Donc ça, c'est un premier point sur lequel je voulais revenir. Peut-être un deuxième point qui a été beaucoup évoqué autour de la dimension économique. On a, et notamment le professeur Merlini en a parlé en disant finalement le risque peut-être que l'on court, c'est que on retourne dans du business as usual dès qu'on sort de la crise du coronavirus, c'est-à-dire que la seule chose qui compte, c'est de recréer de la croissance économique, et que finalement le capitalisme globalisé que nous connaissons depuis plusieurs décennies reparte de plus belle. Moi, ça m'amène quand même une considération, c'est-à-dire que je crois que on est dans une société qui est véritablement obnubilée par la question du risque, hein, également d'ailleurs au niveau du capitalisme. Et on est dans une situation qui est complètement paradoxale, parce que d'une part, finalement, on n'a pas pu empêcher la crise du coronavirus tout en étant complètement obnubilé par le risque. Et en fait, du fait qu'on est complètement obnubilé par le risque collectivement, et bien finalement, pour conjurer ce risque, on se confine, hein, ce qui est très bien, mais ce qui est complètement paradoxal d'une certaine manière. C'est comme si on était complètement pris dans cette question du risque, et peut-être la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut sortir de ces considérations, et notamment en lien avec le capitalisme. Et puis troisième élément qui ressort peut-être, c'est des réflexions que je me suis fait en écoutant ma collègue Paola Vigano, et d'ailleurs ça permet de faire le lien aussi avec le concours sur le Grand Genève. Enfin, c'est pas un concours, c'est un concours d'idées, disons, sur lequel on est en train de plancher. Moi, ça me pose toutes les questions qui nous arrivent, et ça vous étonnera pas pour ceux qui savent sur quoi je travaille, hein. C'est que
pense que fondamentalement, la crise du coronavirus renvoie à une question de mobilité, c'est-à-dire que la manière dont ça s'est propagé, la rapidité de cette propagation est liée au déplacement et en particulier à ce qu'on appelle les mobilités réversibles, c'est-à-dire ces voyages lointains et rapides, notamment en avion, qui n'ont fait que démultiplier finalement la rapidité avec laquelle le coronavirus est arrivé à passer d'un continent à l'autre. Alors, ce n'est pas la première fois que ça arrive, il y a eu d'autres crises sanitaires qui se sont propagées de cette manière, mais là, c'est particulièrement typique et important, et je crois que ça repose toute la question de notre rapport au territoire, y compris au sens de rapport au sol, rapport au local. Et c'est un point, moi, qui me semble absolument essentiel, et ça m'intéresserait de poursuivre la réflexion avec Paola sur ces questions-là. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, Vincent. Et nous allons donc finir avec notre série de premières questions avec Luca Pateroni. Je ne sais pas si Luca m'entend. Oui, je t'entends. Tu m'entends? Parfait. Le voilà. Il apparaît. Donc, Luca, à toi. Oui, merci. Donc, beaucoup a déjà été dit, hein, mais je veux redire un petit peu ce que j'ai entendu à travers ces différentes interventions fort stimulantes. Premièrement, qu'il faut prendre garde à ne pas effacer, à ne pas effacer la catastrophe. Hein, et du coup, c'est ce qui a été dit par M. Bourg et Merlini, hein, sur ne pas retourner, comme disait Vincent, sur business as usual. Donc, il faut prendre au sérieux cette catastrophe et puis prendre l'occasion de cette catastrophe pour ouvrir des possibles inédits. Et donc, il faut penser l'impensable, hein, parce que du coup, cette catastrophe nous sidère. Et je pense que quand on pense l'impensable, on doit penser avec modestie, parce qu'on est plutôt en train de dessiner des horizons possibles et identifier des menaces. Hein. Donc, il y a ce rapport entre des solutions et avant des solutions, des possibilités, des principes, mais aussi des risques. Alors, pour aller dans ce sens-là, ce que j'entends et ce qui a déjà été dit, hein, effectivement, hein, c'est que la gestion de la catastrophe, pour être efficace, en particulier en raison des mesures non médicales, a appelé à la question de l'État et à la question du politique. Hein. 3 milliards de personnes potentiellement confinées en ce moment dans le monde. Hein, donc, ça a été rappelé, hein, cette question où il y a ce besoin de solutions qui sont d'ordre structurel et qui peuvent être portées par des politiques publiques. Et je pense que là, c'est un point qui est absolument essentiel qu'a redit avec force Edin Zakai. C'est effectivement, là, on s'aperçoit que la responsabilité individuelle trouve ses limites. Hein, et c'est quelque chose qu'on savait. Moi, je vais aller abonder dans ce sens aussi. Hein. La responsabilité individuelle, elle est, quand elle a été mise en avant au départ avec les politiques aussi qu'on a face à la catastrophe en Suisse ou autre, c'était voilà, ça pose plein d'incertitudes. Incertitudes déjà de bas niveau, est-ce qu'on serre la main ou pas? Donc on a besoin de normes plus claires pour pouvoir avoir des gestes qui sont légitimes. Incertitude par rapport à est-ce qu'on va au travail, est-ce qu'on ne va pas au travail. Il y a tout un ensemble de faits que si on est sur des responsabilités purement individuelles, ça fait exploser les inégalités. Hein, donc on a besoin d'éléments structurels, d'appui économique sur le chômage, d'appui structurel aussi sur l'organisation d'une logistique indépendamment des choix individuels. Et donc, ça fait poser cette question qu'on savait qui était centrale pour la transition, qui est de dire, voilà, la transition, si d'une certaine manière la catastrophe ou ce qu'on vit maintenant nous donne des éléments par rapport à la transition, ça pose cette question, comme disait M. Merlini, du bien commun, de la réponse collective et structurelle. Ce qui fait venir d'ailleurs la question des infrastructures, la question de l'urbanisme. Donc c'est bien au-delà, et ça demande des milliards d'investissements, ça demande un travail de dessin, hein, c'est ce qui nous occupe aussi aujourd'hui. Et donc là, on a cette question du politique et des infrastructures qui est absolument essentielle. Mais,
Bien entendu, et c'est ce qui a été dit par la plupart des intervenants et des répondants, ça pose un certain nombre de questions. Puisque on est en train de dire, voilà, il faut redonner un poids à l'État, un poids à des mesures fortes, ça pose la question effectivement de la liberté individuelle. Hein, il y a une sorte de mise en cause assez profonde de ce qui a été, ce que peuvent être nos sociétés libérales, hein, que le libéralisme d'ailleurs qui est né des guerres de religion. Hein, on a voulu privatiser les religions, donner plus de place à l'autonomie individuelle pour pouvoir répondre à une question à l'époque qui était celle de la guerre. Et là, on est de nouveau, c'est pas une guerre, hein, ce qu'on vit, hein, et ça, c'est bien autre chose, mais on est de nouveau face à des questions absolument essentielles dans ce rapport entre l'espace de la personne et de nos libertés et l'espace du politique et des mesures politiques. Et donc, il y a première question qui se pose et qui a été posée, mais que je repose, c'est la question effectivement de l'autoritarisme. Hein, dans quelle mesure on a toujours un risque, effectivement, comment on va pouvoir trouver, qui est une question aujourd'hui, mais d'une certaine manière, une légitimité évitante par rapport au confinement, par rapport à la gestion à l'horizon de la mort, mais demain aussi par rapport à la question de la transition, hein, dans quelle mesure, effectivement, les mesures fortes font place ou pas à ces espaces de choix, d'autodétermination. Donc là, je pense que c'est une question qui est importante. Et la deuxième question, bien entendu, qui l'accompagne ou qui a été posée, c'est celle des inégalités. Hein, c'est d'une certaine manière, si on veut stabiliser des mesures qui sont bonnes aujourd'hui pour lutter contre l'épidémie ou pour lutter contre la pandémie, mais des mesures qui peuvent être potentiellement bonnes aussi pour aller vers d'autres formes de vie, ben, on doit pouvoir travailler effectivement sur des inégalités qui vont être liées au télétravail, à l'accès à Internet, à l'accès à la décentralisation. D'une certaine manière, il y a tout un champ de la justice, du justice transitionnelle, mais qui est quelque part déjà configuré ou en tout cas présagé par les injustices qu'on connaît dans cette situation actuelle, de ralentissement massif, de confinement, de télétravail. Tout d'un coup, on se dit, ben, si on doit généraliser ça, dans une version plus optimiste d'abaissement de la mobilité, de jeux renouvelés entre le local et le lointain, on voit bien entendu d'emblée que ça pose des questions essentielles par rapport à la manière dont la justice peut se poser. Donc là, on a ces deux grandes questions, inégalité et autorité, avec ce paradoxe, et je terminerai là-dessus, qui du coup ouvre une dernière question, c'est que effectivement, ce qui est paradoxal, c'est que paradoxal en tout cas, qui est problématique, c'est que les solutions qui fonctionnent bien pour le confinement ne sont pas forcément les solutions qui vont bien fonctionner pour la transition, ça c'est évident. Mais si je dis ça, c'est parce qu'il y a un point central qui est celui de l'espace public. Et celui de l'espace public, parce que ça a été dit, par rapport aux inégalités face on s'approprie, on a un jardin, c'est chouette, on a le printemps. Et puis, les pauvres, ils sont confinés dans 25 mètres carrés et donc ils vont dans les parcs. Et donc, on les voit avec méfiance parce que finalement, le parc, l'espace public avait été aussi un espace d'extension des intérieurs. Mais du coup, la densité a provoqué ce rapport nécessaire à l'extérieur et à l'intérieur, puisqu'on parle d'appropriation. Et donc, du coup, quand on vient couper l'appropriation, on coupe effectivement, on fait une inégalité forte entre effectivement celui qui peut s'approprier un extérieur chez lui ou pas. Mais derrière cette question-là, plus fondamentalement, c'est effectivement, on voit bien la décentralisation, on voit bien la possibilité tout d'un coup de petites communautés qui auraient plus d'extérieur, qui auraient plus d'autonomie de nourriture, mais se pose fondamentalement après quels espaces publics, c'est-à-dire quels espaces en commun, quelle centralité dans un monde en transition et donc qui ne peut pas non plus s'effondrer dans un monde dispersé, ou alors peut-être c'est un monde essentiellement dispersé, ça le rend résilient, et qui se connecte que par Internet. Mais derrière ça, si je dis ça, c'est que est-ce que le monde de la transition à venir doit se configurer face à la menace de l'épidémie, comme le monde libéral s'est configuré face à la menace de la guerre de religion,
Ou est-ce que quelque part, il faut quelle médiation, quelle distance on met entre ce qu'on discute aujourd'hui et ce qui est en jeu pour la transition. Mais voilà, donc quelques remarques.